Mohamed Sifawi nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, vous avez choisi de consacrer votre chronique à la situation qui prévaut dans la République démocratique du Congo. Pourquoi ce choix? Oui, parce que j'entends beaucoup de personnes parler en France de droits de l'homme et se dire soucieux de ce qui se passe à travers le monde. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a régulièrement des massacres dans tel ou tel pays, dans telle ou telle région du monde. Je parle de vrais massacres, de vrais génocides qui sont suivis de très près d'ailleurs par les instances internationales, souvent bien impuissantes face à des milices non étatiques ou à des groupes terroristes. Prochainement, je vais évoquer par exemple la situation dramatique au Soudan. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'Est de la République démocratique du Congo, la RDC, parce que cela fait plusieurs semaines que je m'informe de manière régulière sur ce sujet et je puis vous assurer que ce qui est en train de se passer est extrêmement grave. Et alors, que se passe-t-il dans ce pays? Il y a une situation catastrophique qui prévaut, sans que cela n'émeuve véritablement les opinions publiques occidentales, ni la plupart des médias, encore moins les partis politiques adeptes le plus souvent de ce qu'on appelle l'indignation sélective. Je vais essayer de résumer le contexte en étant le plus didactique possible parce que la majorité des auditeurs ne connaît pas très bien cette région et pour cause, on ne lui en parle jamais. En tout cas, les grands médias. Au lendemain du génocide rwandais qui continue de peser sur les consciences françaises et qui s'est déroulé il y a de cela une trentaine d'années, en 1994 précisément, la situation s'est dégradée par la suite dans l'Est de la République démocratique du Congo, la RDC, une région voisine du Rwanda. D'abord, en un premier temps, entre les années 1996 et 1997, ensuite, dans un second temps, entre 1998 et 2003. Les provinces de l'Est de la RDC ont été littéralement ravagées par deux guerres durant lesquelles plusieurs nations africaines, surtout le Rwanda et l'Ouganda, se sont affrontées avec d'autres ou ont affronté le pouvoir congolais par procuration. Des insurrections portées par des milices locales appuyées par des puissances étrangères, en premier lieu le pouvoir rwandais de Paul Kagame, et il est accusé de participer à la déstabilisation de la zone en y envoyant son armée ou en soutenant des rébellions. Pire, nous savons depuis quelques années que ce régime, celui de Paul Kagame, donc, forme et soutient une milice appelée M23 qui commet des massacres de populations civiles dans l'Est de la RDC. Et comment cette situation a-t-elle commencé? Alors c'est assez complexe. Pour comprendre ce qui se passe dans l'Est de la RDC, il faut revenir aux sources du génocide rwandais. Tout commence donc par le fossé qui sépare les deux principales ethnies du pays, les Hutus qui sont majoritaires, près de 84% de la population, et les Tutsis minoritaires, autour de 14% de la population. Depuis l'époque coloniale, un premier temps sous domination allemande, ensuite sous colonisation belge, les Tutsis, pourtant minoritaires, ont toujours été considérés comme étant plus aptes à diriger le pays. Allez savoir pourquoi. Personne ne sait. Donc pourquoi ce choix qui est totalement arbitraire, soit dit en passant, car rien n'indique qu'une ethnie serait plus intelligente ou plus apte qu'une autre à diriger. Mais bref, nous le savons, les systèmes coloniaux n'ont pas toujours brillé par une grande intelligence ni par des marques de respect pour les autochtones. Ainsi, après l'indépendance du Rwanda en 1962, la situation a radicalement changé. Ce sont les Hutus majoritaires qui ont pris le pouvoir. Et très vite, ce nouveau régime Hutu allait affronter des attaques de Tutsis qui s'étaient exilés de peur de subir des massacres, car il y avait souvent des affrontements interethniques. Les tribus Tutsis avaient choisi de rejoindre par exemple l'Ouganda voisine, où ils ont constitué des milices. Cette situation assez précaire va durer donc jusqu'en 1994. Beaucoup d'entre nous s'en souviennent de cette année-là, parce que le président rwandais est tué. Son avion, qui le ramenait d'un déplacement officiel, est alors visé par un missile sol-air au moment de son atterrissage. Cela s'est passé très précisément le 6 avril 1994, et dès le lendemain, cet attentat devient un prétexte pour des extrémistes hutus, car le président défunt était de leur ethnie. Ils vont se mettre à tuer les Tutsis dans une logique véritablement génocidaire. Ils tueront y compris d'autres Hutus qui exprimaient leur opposition au massacre. On estime qu'en 3 mois et demi,
entre 800 000 personnes et 1 million ont été littéralement tuées, principalement donc des Tutsis. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, en l'occurrence l'Est de la RDC, il y a eu des conséquences immédiates. À l'époque, la RDC s'appelait encore le Zaïre et ce pays était dirigé par un dictateur bien célèbre, le maréchal Mobutu. Ainsi, en juillet 1994, des Tutsis exilés en Ouganda, qui n'avaient pas été victimes du génocide, reviennent au pays. Ils sont organisés en milices, appelés le FPR, le Front patriotique rwandais. Ce groupe paramilitaire Tutsi est dirigé alors par le commandant Paul Kagame, qui n'est autre que l'actuel président du Rwanda. Avec ce retour, certains Tutsis vont se venger ou vouloir se venger et pousser plusieurs milliers de Hutus à quitter le territoire rwandais et aller se réfugier dans la région dite du Kivu, située sur le territoire de l'ex-Zaïre, actuel RDC. En vérité, plus d'1,5 million de personnes y trouveront refuge dans des conditions extrêmement précaires. Mais au lendemain du génocide, le problème ne va pas s'arrêter là, il va même s'accentuer, et pour cause, cette zone zaïroise du Kivu était habitée également par des tribus Tutsis, ennemis sur le territoire rwandais. Hutus et Tutsis vont continuer à se considérer ennemis également sur ce territoire voisin. Et dès qu'il devient l'homme fort du Rwanda, Paul Kagame se met à financer et à armer ces populations Tutsis afin qu'elles puissent officiellement faire face aux Hutus qui comptent dans leur rang quelques anciens génocidaires, faut-il le souligner, qui vivent clandestinement au milieu des déplacés. Et c'est ainsi donc que l'éclatement des deux guerres du Kivu en 1996 et en 1998 est lié à ce contexte particulier. Une première fois en 1996, Paul Kagame, devenu président rwandais, décide de soutenir un certain Laurent Désiré Kabila, opposant au président zaïrois, le maréchal Mobutu, qui veut chasser donc le vieux dictateur et prendre le pouvoir. Cette décision de Kagame avait été prise plus ou moins ouvertement parce que le dictateur Mobutu n'avait jamais fait mystère de son hostilité envers les Tutsis qui vivaient sur son territoire. Durant cette première période qui s'était étalée sur une année, de 96 à 97, il y a eu, selon les organisations internationales, 104 massacres répertoriés de réfugiés Hutus. Durant l'année 1997, le maréchal Mobutu est déchu et c'est donc Laurent Désiré Kabila, son opposant, qui prend le pouvoir. Il décide de changer la dénomination de son pays. C'est donc au cours de cette même année 1997 que le Zaïre sera dénommé la RDC, la République démocratique du Congo. Mais une fois au pouvoir, Laurent Désiré Kabila décide à son tour de se retourner contre son ancien allié Paul Kagame, le président rwandais, et se met lui aussi à persécuter les Tutsis pour faire face aux milices armées par Kigali. Il fait donc appel à plusieurs alliés africains, notamment le Zimbabwe, la Namibie et l'Angola, pour ne citer qu'eux. Et là, un autre lot de massacres va commencer. Et donc ces massacres ont eu lieu il y a une trentaine d'années. Pourquoi vous les évoquez aujourd'hui ? Eh bien parce que ça continue. Ça continue en vérité, après quelques périodes d'accalmie. Les massacres ont repris de plus belle en 2021 et ils ne s'arrêtent plus. Il y a 3 ans, et régulièrement, des civils sont tués, des femmes sont violées. Une nouvelle milice appelée le M23, ou le mouvement du 23 mars, soutenu par le Rwanda de Paul Kagame, toujours au pouvoir, là aussi, mène plusieurs offensives contre les forces congolaises, mais aussi contre les populations civiles. Il y a régulièrement des massacres, des exécutions sommaires, des viols, je l'ai dit, et j'en passe. La crise humanitaire est parmi les plus graves au monde. Tenez-vous bien, 7 millions de personnes environ se sont déplacés à l'intérieur du pays et plus de 25 millions ont besoin d'une aide humanitaire urgente. Ainsi, les violations en matière des droits de l'homme sont monnaie courante avec des rapports faisant état de violences sexuelles systématiques, de recrutement forcé d'enfants soldats, de massacres de civils. Et aux côtés des milices du M23, il y a aussi les forces démocratiques alliées appelées communément les ADF. Eux aussi sont responsables, selon plusieurs rapports onusiens, de nombreux abus, exacerbant une situation déjà désastreuse pour les populations locales. Et qui sont ces fameux ADF ? Les forces démocratiques alliées, les ADF, donc, est une milice comme le M23. Mais à la différence, ces mêmes ADF ont, tenez-vous bien, prêté allégeance en 2019 à Daesh, l'État islamique. Et ils massacrent donc désormais dans la région du Kivu, le plus normalement du monde. Et pourquoi aucune solution n'est trouvée depuis 30 ans ?
Parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des conflits ethniques très complexes, déjà évoqués, mais il y a autre chose. Il y a d'abord le chantage de Paul Kagame. À chaque fois qu'il est critiqué, il brandit l'histoire du génocide des Tutsis, surtout à la figure des Français, qui, de fait, sont véritablement complexés par rapport à cette histoire et ménagent donc un président qui est véritablement un dictateur. Il faut le souligner. La RDC est l'un des pays les plus riches du monde, en sol et en sous-sol, il faut le préciser, et depuis toutes ces années de conflit, les rapports du groupe d'experts de l'ONU dénoncent le trafic illégal de ressources du Congo vers des pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda. Des réseaux criminels, parfois liés à des intérêts étatiques, sont régulièrement impliqués, notamment dans le trafic du coltan, un minerai essentiel dans la fabrication des téléphones portables et des tablettes, et qui rapportent donc plusieurs milliards de dollars, y compris sur les marchés parallèles. Alors, il y a une histoire intéressante que je ne vais pas détailler ici, mais figurez-vous que le Rwanda, qui ne produit pas certains de ces minerais, que l'on retrouve que sur le territoire congolais, est devenu l'un des principaux exportateurs de ces mêmes minerais. Alors, je vous laisse évidemment chercher l'erreur. Alors, pour conclure, pourquoi j'ai voulu évoquer ce sujet aujourd'hui? D'abord parce qu'il y a une vraie injustice que subissent les Congolais et très peu de médias en parlent. Il y a eu dans ce conflit en 30 ans des bilans qui ne sont pas totalement stabilisés, mais il y aurait entre 6 millions et 10 millions de morts. Vous imaginez ces chiffres. L'on parle d'un demi-million de femmes violées. Je vous ai parlé de millions de personnes déplacées et de la situation humanitaire qui reste catastrophique. Ensuite, pour raconter en miroir ce conflit et ses conséquences avec celui qui a lieu à Gaza. Je n'y hiérarchise évidemment rien du tout. Je vous laisse simplement apprécier l'inégalité du traitement. Personne n'a vu de manifestation dans les rues de Paris ou des grandes capitales occidentales et personne n'a vu un député de la France insoumise brandir un drapeau congolais en guise de soutien à la population de ce pays et encore moins brandir un drapeau congolais à l'Assemblée nationale. Même pas Rachel Keke qui semble être très attachée à l'Afrique pourtant. Donc pour souligner l'hypocrisie, oui, celle des spécialistes de l'indignation sélective qui a entendu par exemple les cadres de la France insoumise qui n'hésitent plus à relayer la propagande du Hamas, avoir une pensée, ne serait-ce un mot, une déclaration pour les victimes du Congo. Personne. Savez-vous pourquoi? Ils ne parlent jamais de ce type de conflit, parce qu'à mon avis, aucun des belligérants n'est juif. À bientôt et à dimanche prochain, non, pas à dimanche prochain, à bientôt et dimanche prochain, je voulais dire, ne vous trompez pas de bulletin de vote si vous ne voulez pas que notre horizon s'obscurcisse bien davantage.